Joindre dans Soir d'Info qui reçoit ce soir Elimane Ndao, journaliste, fondateur du meilleur joueur du monde. Elimane Ndao, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Vous et votre équipe, vous avez conçu un système de calcul qui est basé sur des critères précis, chiffrés et uniformes, évaluant la performance réelle des joueurs. Nous allons donc décrypter ensemble les performances des joueurs à la CAN, notamment les joueurs du Sénégal. Magaye Gaye, un économiste international, ancien cadre de la BOAD, signe un texte intitulé Sénégal 2026, transformer la victoire sportive des Lions en victoire économique et sociale. Dans le 11 type, Edouard Mendy et Crépin Diatta sont absents. Nous allons y revenir pour voir si le meilleur joueur du monde est en phase. Mais d'abord, comment est-ce que la fédération doit s'y prendre pour que les gains générés par le trophée soient équitablement répartis aux ayants droit? Merci Jean-Paul pour cette question. Je pense que tout doit être fait dans la transparence et l'équité. Il faudrait la fédération, c'est une entité c'est une association presque privée qui rassemble toutes les ligues, tous les clubs, etc. Ce sont même eux, c'est responsables qui désignent le président, qui élisent le président. Moi, je pense que tout doit être fait dans la transparence et l'équité, avec une vision prospective. Ne pas forcément réfléchir à la prochaine compétition, mais certainement à la prochaine génération de footballeurs. Je pense, oui, là, en l'espace de les trois dernières CAN, on a gagné 2 fois la compétition, on se qualifie régulièrement à la Coupe du Monde. C'est une équipe qui a des rentrées d'argent rien que sur la base des performances. Je pense que l'équipe nationale du Sénégal a aujourd'hui même une marque qui peut encore générer beaucoup plus de revenus si sur le plan marketing les choses sont bien faites pour attirer davantage de partenaires à l'échelle mondiale. Le joueur sénégalais a de la valeur. L'équipe sénégalaise a encore plus de valeur. On le voit dans les championnats européens de football. Je pense que vraiment cette victoire qui fait suite à celle de 2022 doit vraiment être des tournants majeurs pour un catalyseur. Absolument, un catalyseur pour le football sénégalais. Et surtout, on est en train de briller en sélection, mais en club, on est encore... c'est le désert. C'est le désert. On peine à sortir des phases de poule, aussi bien en CAF qu'en Ligue des Champions. C'est le désert, c'est le désert. C'est le Jaraaf, peut-être l'année dernière, qui a réussi à se hisser en phase de poule, mais c'est rare. On a l'impression que nos clubs... certes, l'équipe nationale est très forte, mais les clubs sont... Même des champions, des pays comme la Guinée, comme le Mali, qui sont des pays voisins, même la Mauritanie, sont meilleurs en club que le Sénégal. C'est un paradoxe du football sénégalais. Pour moi, dans la vision globale de ce football-là, l'idée serait vraiment d'avoir les deux qui performent en même temps pour rayonner davantage au plan africain et au plan mondial. Peut-être nous devons changer de modèle économique parce que les meilleurs joueurs des championnats locaux sont ensuite pris par les équipes à l'étranger parce qu'ils ne gagnent pas bien leur vie ici au Sénégal. Le modèle économique passera par le fait d'avoir des clubs forts financièrement, soit d'avoir des investisseurs sénégalais qui croient au football et qui mettent l'argent. Ça se passe comme ça, par exemple, en Tanzanie et dans d'autres pays comme en Afrique du Sud. C'est vraiment des hommes fortunés qui prennent des clubs et qui mettent de l'argent pour pouvoir faire en sorte que le club soit attractif, puisse attirer des joueurs, puisse garder ses joueurs. Ça peut même passer par d'autres solutions comme le fait d'avoir un modèle économique qui permet de rendre le football plus attrayant et donc plus attrayant pour les marques, plus attrayant pour les télés qui vont acheter des droits et reverser ça au club. Il y a pas mal de pistes à explorer, mais c'est pas normal que le Sénégal, double champion d'Afrique, des titres gagnés en l'espace de 4 ans, soit encore à ce niveau, surtout pour le football en club. Puis de la création de centres sportifs de grande valeur capables d'attirer de jeunes talents africains et de développer également le tourisme sportif, des académies complexes et des infrastructures qui vont également permettre à chaque visiteur de vivre l'excellence sénégalaise à travers l'artisanat, etc. Créer carrément des chaînes de valeur.
Absolument, serait une bonne idée de créer des chaînes de valeur du début à la fin. Avec le Made in Sénégal. Absolument, dans la chaîne du football. Mais moi, je dirais que déjà, on a quand même pas mal de centres de formation de grande qualité. Donc, pas mal de pays africains nous envient. Bah, on regarde l'équipe. Qui est aujourd'hui le meilleur joueur sénégalais? C'est Sadio Mané. Il vient d'où? Il a été formé. Voilà. Il y a eu pas mal de symboles de réussite. Si on se met à les citer, ça va être compliqué. Sur le plan de la formation, on a réussi ces dernières pas. Depuis le début des années 2000, depuis la création de Diamba et de Génération Foot, à vraiment mettre des centres de formation de qualité. La preuve, les grands clubs européens, en cherchant du talent africain sénégalais, lorgnent de plus en plus le Sénégal. Pas mal d'associations qui sont nouées, pas mal même de clubs comme le Paris Saint-Germain, qui a ouvert un centre de formation, l'un de ces centres de formation dans le holding global du PSG au Sénégal. Donc il y a pas mal d'acquis. Maintenant, il faut une vision, et la vision, c'est la fédération, c'est le ministère du Sport, le gouvernement de façon générale. On gagne, il ne faudrait pas dormir sur nos lauriers, parce que les autres aussi, le Maroc qu'on a battu... Ah oui, ils sont très en avance. Très en avance. Sur la diplomatie sportive. Parce que malheureusement pour eux, pour eux, ils ont raté le coche avec cette CAN. Ils étaient partis vraiment pour tout rafler sur le continent africain. Leur centre, Mohamed VI, un joyau. Le fait que tous les pays africains, lorsqu'ils n'ont pas de stade, jouent au Maroc, le fait que le Maroc a quand même accueilli cette compétition, malheureusement qui s'est un peu mal terminée sur le plan de l'organisation, en amont, pendant, après la finale. Est-ce que ça peut impacter l'organisation, la co-organisation de la Coupe du Monde 2030? Oui, là, on se pose des questions. On se pose des questions, parce que si, de façon globale, franchement, la CAN a été bien organisée jusque dans le dernier carré. Voilà, les épisodes... oui, c'est vrai qu'au début, il y avait un problème de remplissage des stades, des choses qu'on a évoquées, mais moi, j'ai jamais vu une compétition sportive, la CAN, avec de telles conditions pour les joueurs. Malgré les pluies dans les stades, on n'a jamais senti un problème lié aux pelouses, etc. Les stades étaient en qualité et en quantité. Il y avait plus, je pense qu'il y avait 9 stades, quelque chose comme ça, plus que les 6 stades qui ont accueilli les 2 dernières CAN en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Je pense que le Maroc doit tirer les enseignements, surtout de la finale, pour pouvoir préparer la Coupe du Monde 2030. Heureusement qu'ils n'iront pas seuls. Il y aura l'Espagne et le Portugal. Moi, je pense que les couacs autour de la finale doivent être de vrais points d'interrogation. Il ne faudrait pas qu'on assiste aux mêmes scènes, à la même chose pour la finale, pour la Coupe du Monde 2030. Justement, pour revenir au jeu à proprement parler, Jean-Jacques Nala, l'arbitre congolais de la finale, a beaucoup été pointé du doigt. Beaucoup d'observateurs ont fustigé le fait qu'il n'a donné aucun carton jaune aux Marocains, malgré leurs innombrables fautes. C'était quand même assez flagrant ou pas? L'arbitrage, moi si je parle, on va dire c'est parce que tu es sénégalais que tu vas peut-être tirer la couverture de ton côté ou de l'autre. Moi d'habitude, j'aime pas trop parler de l'arbitrage, parce que c'est un jugement. Ça reste des êtres humains, et surtout c'est eux qui sont sur le terrain. Parce que nous, on peut avoir une perception derrière l'écran, mais la personne qui est sur le terrain, qui voit les actions en temps réel, peut-être que c'est la personne la plus habilitée. Mais durant cette finale, quand même, on a touché le fond. Et même pas que durant cette finale, c'est un peu depuis le début de la compétition. Pas que les matchs du Maroc, même d'autres matchs. J'ai vu un penalty qui a été sifflé sur Mohamed Salah, où le défenseur laisse traîner sa main, ça touche le visage de moi, Salah. J'ai suivi un supporter marocain dire devant une caméra qu'il le regrette de voir le Maroc arriver en finale ainsi, avec beaucoup de coups de pouce de l'arbitrage, un Marocain qui le dit. Oui, mais ça s'est senti à chaque match. Le match d'ouverture face au Comores, le premier penalty qui est accordé à Brahim Diaz, assez léger.
face à la Tanzanie, on a vu quand même dans les dernières minutes cette poussette du défenseur marocain Massina sur un joueur tanzanien. Assez flagrant, l'arbitre n'est même pas allé consulter la VAR. Il y a eu cette même situation lors du match entre le Maroc et le Mali. Et je pense que tout ça s'est accumulé et a explosé lors des 2 décisions arbitrales qui n'étaient pas en faveur du Sénégal durant la finale. Le but marqué par Ismaïla Sarr après la petite... je ne dirais même pas une poussette parce que je pense que c'est Achraf Hakimi qui met d'abord son contact. Absolument. Si à chaque fois que je suis au duel, je tombe, j'ai faute pour moi. Il semble que Hakimi s'est senti moins fort et il s'est laissé tomber. J'ai entendu une analyse avant le match Sénégal-Égypte de quelqu'un qui disait que lorsque Kalidou Koulibaly est sorti, pourquoi l'entraîneur n'a pas mis Abdoulaye Seck à la place de Mamadou Sarr? C'est parce que peut-être les Égyptiens, très malins souvent dans les contacts, ils vont aller chercher un joueur imposant comme Abdoulaye Seck a plus de puissance et au moindre contact il semble prendre tellement le dessus que l'adversaire peut en profiter du gabarit du joueur pour jouer sur le mental de l'arbitre. Mais vraiment, je pense que c'est un point noir. L'un des points noirs de cette CAN, c'est l'arbitrage. Et pour avoir un football plus équitable, pour ne plus avoir ce genre de scène, cet arbitrage africain doit vraiment évoluer. Et au niveau du standard européen, je parle des arbitres centraux et surtout de la VAR. Mais Thierry Henry qui dit que lui, honnêtement, ce qu'il a retenu de cette CAN, c'est que les arbitres ne sont pas au niveau de la compétition. Je pense que le Maroc était au niveau. Lui, quand même, il est assez détaché de la compétition. Ouais, le Maroc était au niveau au plan de l'organisation, les équipes étaient au niveau, les stars ont répondu présent. Nous, au meilleur joueur du monde, on a fait un panorama des derniers ballons vainqueurs des ballons d'or africains, mais tous les 6 derniers vainqueurs des ballons d'or africains, c'est-à-dire les 6 derniers meilleurs joueurs du continent, ont répondu présent à cette CAN. Salah, malgré qu'il a été éliminé, mais il a marqué quand même 4 buts. C'est son meilleur total depuis qu'il joue en Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané a répondu présent. Ademola Lookman, qui a gagné le Ballon d'Or en 2024, a répondu présent. Victor Osimhen. En fait, les stars. Pensez-vous que ça doit être la dernière CAN de Sadio Mané? Moi je pense. Moi je pense il l'a dit. J'ai vu le sélectionneur Pape Thiaw qui veut lui faire peut-être revenir sur sa décision, mais moi je pense que Sadio il a fait ce qu'il avait à faire. Il lui reste juste la Coupe du Monde et puis c'est bon. Oui, il a Sadio Mané CAN 2017. Le Sénégal est éliminé. Le Sénégal est éliminé par le Cameroun au quart de finale. En 2019, le Sénégal sort en finale. L'Algérie. Il a capitalisé, mais surtout des critiques parfois incompréhensibles du public sénégalais pour mener l'équipe vers le sac en 2022. Et là, il mène l'équipe vers un autre sac en 2025. Il doit sortir par la grande porte. Il doit sortir par la grande porte. Et au vu, pour moi, des critiques qui sont souvent... irréfléchi d'une certaine partie du public sénégalais. Certes, il a ramené la 2e étoile, mais je suis sûr que s'il y a une prochaine compétition, le public sénégalais ne pardonne rien, même à Sadio Mané. Absolument. Krépin Diatta, absent du 11 type de la CAN, Edouard Mendy également. On vient de voir que Walid Regragui a été désigné meilleur entraîneur de la compétition. Est-ce que le meilleur joueur du monde est en phase? Nous, on n'évalue pas les entraîneurs, donc sur ce plan-là, ça peut être un jugement totalement subjectif. Mais on évalue les joueurs. Oui. Et dans notre classement qui a été publié récemment, dans la journée, non. Edouard Mendy a plus de points selon notre modèle de calcul que Yacine Bono. Et vous vous basez sur quoi? Sur les chiffres. En fait, Yacine Bono, il a fait moins d'arrêts dans la CAN qu'Edouard Mendy. Avant le match du Sénégal, il n'avait fait que 4 arrêts depuis le début de la compétition. Ça ne veut pas dire qu'un gardien qui ne fait pas d'arrêt n'est pas bon. Il est bien protégé, il était bien protégé par sa défense. Mais Edouard Mendy a eu à faire un parcours plus global, a eu à faire face à plus d'adversité, a eu à sauver le Sénégal lors du match déjà contre le Soudan, lors du match contre le Mali, en demi-finale face à l'Égypte, il a répondu présent. Alors que Yacine Bono n'avait pas beaucoup de choses à faire, hormis peut-être la séance des tirs au but face au Nigeria en demi-finale et la finale, parce qu'il sort il sort quand même 6 arrêts lors de la finale, alors qu'il n'avait fait que 4 arrêts du premier match au demi-finale. Donc le Sénégal sur ce plan-là
peut-être montrer au Maroc ce que l'équipe marocaine n'avait jamais vu depuis l'entame de la compétition. Une équipe qui réussit à cadrer 7 tirs et qui marque. Un but, le gardien qui fait 6 arrêts. C'est la première fois que le Maroc avait concédé autant d'occasions depuis l'entame de la compétition. Ça s'est pas joué à beaucoup, mais Edouard Mendy est devant. Et la même chose, de la même manière que Krépin Diatta et Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, il est rentré en compétition un peu tard parce qu'il était blessé. Il ne fait pas une mauvaise canne, contrairement à ce que je peux entendre à gauche et à droite. Il a quand même répondu présent sur ce côté droit. Et lorsqu'on compare avec les chiffres de Krépin Diatta depuis l'entame de la compétition, il n'y a pas photo non plus. Il a été vraiment le moteur du côté droit de l'équipe nationale du Sénégal, même s'il n'a pas joué la finale. Ça a été vraiment une confirmation, pas forcément une surprise parce qu'on savait qu'il avait du talent. Mais nous, selon notre calcul, notre 11 n'est pas encore sorti, il sortira demain. Mais je peux le donner en exclusivité, oui, bien évidemment. Allez-y, Edouard Mendy et Krépin Diatta, ils sont. Ouais. Le 11 en exclusivité? Oui. Le 11 en exclusivité, dans les buts, il y a Mendy. En défense, il y aura Niakhaté et Aguerd, le défenseur marocain. À gauche, Nouzaïr Masraoui, le latéral gauche marocain. À droite, Krépin Diatta, voilà. Au milieu, on aura les deux Gueye. Devant eux, Ademola Lookman. À gauche, Sadio Mané. À droite, Brahim Diaz et Victor Osimhen sur le front de l'attaque. Pas beaucoup trop de différence avec le 11 de la CAF, à part les absences de Mendy et de Krépin Diatta. Oui. On termine avec l'entraîneur, même si vous ne notez pas les entraîneurs, mais de façon objective, selon vous, est-ce que vous pensez réellement que Regragui a été meilleur que Pape Thiaw sur l'ensemble de la compétition? Lorsqu'ils sont affrontés, qui a gagné? Ouais. Voilà. C'est évident. Pape Thiaw a montré durant la finale qu'il savait... Surtout les changements tactiques. Oui, c'est le passage, à 3-4-3 qui a, pour moi, tué le match. Pape Thiaw a senti qu'il n'avait pas forcément besoin d'un troisième joueur au milieu de terrain parce que l'équipe sénégalaise se comportait bien. Il fallait juste peut-être apporter un peu plus de sécurité en défense parce que Abdel Alzouli, là, sur son côté gauche, a fait la misère aux joueurs sénégalais du début à la fin. Il a été hyper percutant, hyper dangereux. Et le fait de mettre Abdoulaye Seck et de passer à 3 a permis à la défense sénégalaise d'avoir plus de solidité et surtout à libérer encore davantage de potentiel offensif avec les entrées d'Ismaël Assar, d'Ibrahim Mbaye, qui ont donné beaucoup plus d'allant offensif à l'équipe. Mais je pense qu'il y a peut-être que c'est parce qu'ils veulent sanctionner Pape Thiaw qu'ils ne l'ont pas désigné meilleur entraîneur. Mais ça ne s'explique pas. Vous n'avez pas de crainte pour Pape Matar Sarr? Pour son avenir? Pour son avenir? Oui, en fait, tout dépendra de Idrissa Gana Gueye parce que lui n'a pas dit qu'il joue sa dernière CAN où il va prendre sa retraite à la fin de la Coupe du Monde. Oui, mais Pape Matar Sarr, on peut s'inquiéter non seulement en équipe nationale mais aussi en club. Parce qu'à Tottenham, durant les derniers matchs avant la CAN, il n'était plus titulaire, il avait perdu sa place. Et là, Tottenham a recruté Conor Gallagher, qui est un international anglais, qui jouait à l'Atlético Madrid. Donc la concurrence sera davantage plus rude pour lui-même en club. Moi, je pense que le mercato n'est pas encore fini. Je pense que ce ne serait pas surprenant de le voir partir de Tottenham. Parce que là, à ce rythme, il va avoir des miettes en club. Et en sélection, il y a de la concurrence. Gana Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara semblent s'installer. Habib Diarra, voilà, il y a de la concurrence. Mais je crois encore en lui. Je pense que c'est un joueur qui a du talent. Il lui faudra encore peut-être un petit boost. Ouais, un nouveau challenge en club. Ouais, parce qu'à Tottenham, je ne le vois plus s'imposer dans cette équipe-là. Un nouveau challenge vers un autre championnat, quelque chose comme ça, pour reprendre de la confiance. Mais je crois encore en lui. Et de façon globale, vous voyez les gros clubs s'arracher, nos joueurs, surtout les plus jeunes, comme Pape Gueye, comme Ibrahim Mbaye. Oui, la CAN cette année est la plus médiatisée des CAN que j'ai vues. En mondovision. En fait, j'ai jamais vu la CAN autant intéresser le reste, l'Europe, l'Amérique ou les autres continents. Donc ça a été une belle vitrine pour les joueurs qui se sont exprimés. Je pense à Ibrahim Mbaye, je pense à Pape Gueye, je pense à El Hadj Malick Diouf, même si lui, il vient d'atterrir à West Ham. Je pense à Mamadou Sarr. Krépin Diatta aussi. Krépin Diatta. Je pense surtout à Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, pour moi,
Il a peut-être montré durant cette CAN que peut-être c'est le futur défenseur de Chelsea. Parce que c'est son ancien entraîneur de Strasbourg qui dirige maintenant Chelsea. Et c'est un joueur qui appartient à Chelsea. Et vu les problèmes défensifs de Chelsea, je ne serais absolument pas surpris de le voir dès l'année prochaine revenir à Chelsea et s'imposer. Il est bluffant de maturité, ce gamin. Incroyable. Ça, on n'a pas senti. Je pense même que la blessure de Kalidou Koulibaly, on ne souhaite pas de blessure à personne, mais a permis au Sénégal de découvrir ce talent. De découvrir ce talent. C'est presque un passage de témoin entre le capitaine, peut-être le futur capitaine de cette équipe, parce qu'il a montré des choses extraordinaires durant la demi-finale. Le fait de rentrer dans ce match face à l'Égypte, c'était pas facile. Et le fait d'avoir fait cette finale de patron avec Moussa Niakhaté en défense, c'était extraordinaire. Merci infiniment, Elimane Ndao, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste et fondateur du meilleur joueur du monde. Vous et votre équipe, vous avez conçu un système de calcul basé sur des critères précis, chiffrés et uniformes, évaluant les performances réelles des joueurs. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.